Então sejam bem-vindos à segunda parte da nossa tarde. Bem-vindos de volta. Damos agora as boas-vindas à nossa próxima conferencista, Catherine Gauguin, da Universidade de Sorbonne. A conferência será presidida por Véronique Attia-Delattre, nossa colega e secretária-geral da AFIRS. Véronique, s'il vous plaît. Merci. Merci Johanna, merci à vous pour ce magnifique colloque qui, j'imagine, a demandé à la fois une organisation matérielle, mais surtout une préparation incroyable. Donc, je suis très heureuse d'être ici et très heureuse de présenter en quelques mots Catherine Gauguin. Bien évidemment, je vais vous laisser la parole, mais pour vous présenter, dire que vous êtes pédiatre, que vous exercez en France, que d'un point de vue académique, vous travaillez à un institut hospitalier franco-britannique en banlieue parisienne. Et dans le monde académique, vous avez créé un diplôme universitaire d'accompagnement à la parentalité à l'Université Paris-Sorbonne, principalement destiné à des pédiatres, mais aussi à des éducateurs. Si j'ai bien compris, l'objectif de ce DU, c'est d'accompagner les pédiatres et de les aider à cet accompagnement dans la parentalité, de bien évidemment diminuer le recours aux violences, les risques de maltraitance, qui peuvent avoir un effet direct sur le développement de l'enfant. Et donc, le domaine des neurosciences et de l'éducation où vous intervenez a pour objet de mieux comprendre le développement de l'enfant et en particulier les liens directs qu'il peut y avoir entre certains comportements d'adultes que sont la maltraitance, la négligence, le dénigrement, voire la violence, sur le développement de l'enfant et à l'inverse, comment des comportements bienveillants peuvent avoir aussi un impact, espérons le plus positif, sur le développement de l'enfant. Alors, la question qui peut se poser, c'est après tout, pourquoi neurosciences et sciences de l'éducation se fréquentent assez peu? Pourquoi les neurosciences ont voulu intervenir dans le champ de l'éducation? Je pense que c'est des questions sur lesquelles on aura envie de vous interroger. Les neurosciences nous décrivent généralement des liens très directs entre l'acte des adultes et le développement en particulier cérébral de l'enfant. Ce lien direct nous replonge directement dans l'opposition entre sciences dures et puis sciences humaines, qui prendra en compte tout un contexte de développement de l'enfant pour comprendre son développement, et peut-être des sciences dures qui seraient dans un univers fermé et qui regarderaient en chambre comment le cerveau de l'enfant se développe. Et donc, je pense que c'est ce questionnement qui va nous intéresser cet après-midi. Et en particulier, il y aurait peut-être à dire à la fois sur vos méthodologies de recherche, à la fois sur vos résultats et sur la portée de vos résultats. C'est-à-dire, est-ce que au final, on veut contrôler le développement de l'être humain ou simplement le comprendre pour pouvoir influencer son développement, et comment est-ce que entre sciences de l'éducation et neurosciences, nous pouvons trouver des terrains d'entente pour le bien de l'enfant. Voilà. D'un point de vue matériel, nous vous laissons donc 30 minutes de présentation. Les questions peuvent être inscrites sur la petite rubrique Q et R. Alors en français, moi j'ai Q et R, questions et réponses. Vous pouvez les inscrire en portugais, en français. Bien évidemment, elles vont être traduites et je les transmettrai à Catherine Gauguin à la fin de sa présentation. Je vous laisse la parole avec grand plaisir. Merci beaucoup et merci de m'inviter à ce grand colloque international. Je suis très honorée. Merci à Véronique Delattre de m'avoir présentée. Et tout de suite, je vais lui répondre que moi, personnellement, je suis une pédiatre de terrain. Je ne suis pas du tout une chercheuse. Toute ma vie, j'ai travaillé avec les parents et les enfants. Et mon plus grand rêve, c'est que nous, médecins, nous travaillons avec les gens qui travaillent en sciences de l'éducation. Pour moi,
pour moi, nous sommes totalement liés, nous travaillons dans le même but. Donc moi, je n'aspire qu'à ça. Pour nous, nous avons, nous médecins, nous vivons comme des humanistes et des gens qui sont complètement imprégnés d'éducation. Donc, surtout nous, pédiatres. Donc, pour moi, il devrait y avoir des liens très, très profonds entre les sciences de l'éducation et nous, les pédiatres ou les médecins de famille. Donc, on pourra probablement approfondir cette question. Donc là, je vais vous parler des neurosciences affectives et sociales. Et vous avez vu que je vous ai mis qu'elles peuvent changer l'éducation. Alors, pourquoi? Au XXe siècle, je peux vous assurer que nous, pédiatres, nous sommes quotidiennement interrogés par les parents pour des questions d'éducation. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec mon enfant qui fait des colères, qui ne veut plus aller à l'école, qui ne veut pas dormir, qui ne veut pas manger? Et au XXe siècle, eh bien, chacun répondait avec ce qu'il croyait. Nous n'avons, avec nos intuitions, mais nous n'avions rien de sûr. Nous ne savions pas exactement ce que nous faisions. Et là, moi, j'enseignais à des professionnels de l'enfance sur justement les liens adultes-enfants et parents-enfants, à des psychiatres, psychologues, médecins, éducateurs, puéricultrices, sages-femmes. Mais au XXe siècle, il n'y avait pas grand-chose. Par contre, fin XXe siècle, il y a eu Damasio qui nous a expliqué des choses sur le cerveau. C'était un grand choc pour toute la communauté scientifique. Et puis au XXIe siècle est apparu énormément d'études. Et alors pourquoi, pour moi, c'est une révolution, les neurosciences affectives et sociales? Au XXe siècle, nous avions les neurosciences cognitives. Les neurosciences, c'est les sciences qui étudient ce qui se passe dans le cerveau. Eh bien, les neurosciences cognitives, 1970, c'est très vieux, nous expliquaient tout ce qui était intellectuel. Et au XXe siècle, nous, médecins, nous savions que le cerveau était dévolu aux fonctions intellectuelles, motrices et sensorielles. Et toute l'éducation était basée là-dessus. Développer l'intellect, développer les actions motrices et sensorielles. Et au XXIe siècle, qu'est-ce qu'on sait? Des choses extraordinairement importantes. Que, en fait, notre cerveau est dévolu en grande partie aussi aux émotions et aux capacités relationnelles. Et ça, pour moi, c'est une révolution de savoir ça. C'est-à-dire que ça donne un autre regard sur le développement de l'être humain. C'est-à-dire que les émotions et les sentiments, nos relations, on le sait tous, sont absolument fondamentales pour nous. Donc, c'est un autre regard. Et qu'est-ce que nous disent les recherches? Parce qu'il y a des milliers de chercheurs dans le monde entier. Ils nous disent tous qu'il faudrait que la relation soit empathique, soutenante et aimante. Et dans ce cas-là, tout le cerveau va se développer. Eh bien, ça, je peux vous assurer que ce n'est pas du tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Parce que jusqu'à présent, je vais peut-être vous choquer, mais l'éducation était un dressage. Et là, l'UNESCO nous dit que, encore à l'heure actuelle, la très très grande majorité des enfants, aussi bien dans les familles qu'à l'école, dans tout le monde entier, reçoivent en permanence des humiliations verbales et physiques. En 2013, une chercheuse à Oxford a étudié toutes les études sur les éducations punitives et sévères. Et elle a montré, parce que les adultes, moi je ne leur en veux pas du tout. Ils croient bien faire en punissant l'enfant, en l'humiliant. Ils pensent que c'est comme ça que l'enfant va bien se développer, bien se comporter et bien travailler à l'école. Alors qu'à l'heure actuelle, on sait que toutes les éducations punitives et sévères, ça rend insensible, dur, sans empathie, et ça donne beaucoup de troubles, de l'agressivité, de l'anxiété, des dépressions,
de la délinquance, des addictions à l'alcool et aux drogues. Là, vous avez 3 chercheurs. Bruce McEwen, qui est un grand chercheur sur qu'est-ce que fait le stress au niveau du cerveau. Anne-Laura Van Armelen, qui est une jeune Hollandaise, et Martin Teicher. Elles ont montré les effets très nocifs que les enfants subissent tout le temps, les humiliations verbales et physiques. Donc, toutes ces recherches nous incitent à avoir un autre regard sur l'enfant et une autre éducation sur l'enfant. Ils nous disent quoi? Que le cerveau de l'enfant est extrêmement immature, vulnérable et malléable. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus fragile que tout ce qu'on pensait. Et moi, je pense que les enfants à l'heure actuelle n'ont pas du tout une place importante dans notre société. Pas du tout. Les adultes consacrent très peu de temps aux enfants. Ensuite, ils nous disent que l'enfant petit n'est pas capable de faire face à ses émotions et ses impulsions. Il n'est pas méchant, alors qu'avant, on nous disait que l'être humain naissait mauvais, qu'il portait le mal en lui, que l'enfant était un pervers. Eh bien, à l'heure actuelle, tous les chercheurs nous disent que ce n'est absolument pas vrai. Au contraire, l'enfant naît empathique et altruiste. L'empathie, la molécule, c'est l'ocytocine. Et à la naissance, tous les enfants ont de l'ocytocine. Par contre, ils reçoivent énormément d'humiliation dès la première année de vie et le cortisol va empêcher le développement de cette ocytocine. Donc, l'empathie est chez tous les êtres humains, mais il va falloir réveiller et développer cette empathie. Ensuite, ils nous disent que la qualité de la relation va avoir des effets très importants sur le développement de son cerveau, et notamment l'empathie. Et ça, je voudrais vraiment insister là-dessus. Cette éducation prônée par tous les chercheurs du monde entier n'a rien à voir avec le laxisme, rien du tout. Ça, on va le revoir. Ensuite, les neurosciences affectives et sociales nous disent l'importance fondamentale des émotions. Et toute l'éducation devrait se baser là-dessus, d'abord, parce que nous allons voir que être connecté à ses émotions, puis ensuite faire appel à l'intellect, nous permet de nous connaître, nous permet de réfléchir, d'avoir un sens éthique et moral, de savoir faire des choix. Et il faut d'abord connaître intimement ses émotions. Alors qu'au XXe siècle, on nous disait que les émotions étaient gênantes et qu'il ne fallait surtout pas s'en occuper. Ensuite, on a vu que les humiliations verbales et physiques étaient très nocives. Et ensuite, ces chercheurs nous disent comment appliquer toutes ces découvertes. Eh bien, en développant les compétences sociales et émotionnelles qui sont extrêmement bénéfiques aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Alors, qu'est-ce que c'est que l'empathie? Il y a énormément de définitions de l'empathie. Là, je vais prendre la définition de Jean Desetti, qui est un grand chercheur français qui travaille depuis longtemps à Chicago, qui nous dit qu'il y a 3 facettes à l'empathie. Sentir et partager les émotions d'autrui, mais sans être dans la confusion entre soi et autrui. Ça, c'est facile quand on est professionnel de l'enfance. On ne doit pas porter la détresse de l'enfant. Quand on est parent, c'est beaucoup plus difficile. L'empathie cognitive, c'est comprendre les émotions et les pensées d'autrui. Très important. Pourquoi cet enfant est en détresse? Et la sollicitude empathique qui va nous inciter à prendre soin du bien-être d'autrui. Et je prends la définition de Jean Desetti parce que à quoi servirait de sentir les émotions d'un enfant, de comprendre pourquoi il a telles émotions si on n'a pas envie de lui apporter du bien-être? Et Jean Desetti nous dit que quand il y a
ces 3 facettes de l'empathie, eh bien, le cerveau de l'enfant va se développer au maximum de ses possibilités. Pour l'enfant, il faudrait prendre le temps d'être avec lui, de l'écouter et de le comprendre. Et ça, vous le savez, eh bien, dans nos sociétés, les parents n'ont pas le temps. Les sociétés nordiques qui sont beaucoup plus avancées donnent du temps aux jeunes parents pour qu'ils aient du temps avec leurs enfants. L'enfant est vraiment considéré comme l'avenir de la société. Et donc, tous les adultes sont préoccupés par le bien-être des enfants. Mais nous, encore en France, hein, les parents n'ont pas du tout assez de temps à consacrer à leur enfant. Donc ça, c'est un grand sujet de société. Qu'est-ce qu'il faudrait vraiment? C'est avoir le temps de se connecter avec ce que nous dit l'enfant. Et on sait que quand on prend ce temps-là, eh bien, ça va renforcer toutes les structures cérébrales qui sont impliquées dans la socialisation. Et ça, c'est fondamental. Donc, je vous ai dit déjà que être empathique, ça n'a rien du tout à voir avec le laxiste. L'adulte doit être évidemment un vrai adulte. Il doit élever son enfant, l'aider à progresser, à grandir. Il doit transmettre des valeurs. Il pose un cadre. Il sait dire non, mais il le fait en comprenant l'enfant, ses émotions et sans l'humilier. Et il faut parler à l'enfant avec des mots très simples, sans faire de longs discours. On dit juste, on ne dit pas ça, on ne fait pas ça. Mais on ne dit pas, tu n'es pas gentil, c'est pas bien ce que tu fais, ça c'est une humiliation. Et toujours donner confiance. Je te fais confiance, tu vas apprendre en grandissant à ne plus dire ça, à ne plus faire ça. Je peux vous assurer que les enfants n'écoutent pas les grands discours et les adolescents encore moins. Il faut parler de façon très brève, il faut juste dire non. Après, à l'adolescence, on échange avec l'adolescent. Ça, c'est tout à fait autre chose. Mais quand on veut dire à l'enfant ou à l'adolescent qui a un comportement inadéquat, il n'y a pas à faire de discours de morale. Ça, c'est très important aussi. Alors, quand on exprime nos émotions, c'est très important. Et savoir exprimer nos émotions agréables ou désagréables. Il n'y a pas d'émotions positives ou négatives. Nos émotions, elles sont extrêmement importantes à prendre en compte puisqu'elles reflètent ce qui est essentiel pour nous. C'est-à-dire que quand un enfant est triste, il faut comprendre de quel besoin il aurait. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il ne soit plus triste? Quand il est en colère, pareil, mais pour nous, adultes, c'est la même chose. Eh bien, quand on arrive à exprimer nos émotions désagréables sans aucune culpabilité, eh bien, ça va apaiser notre cerveau émotionnel et ça va calmer l'amygdale cérébrale qui déclenche les molécules de stress. Et ça va être très, très important d'aider les enfants, mais dès tout petit, c'est-à-dire dès la naissance, on dit à l'enfant qu'il a le droit de pleurer, il a le droit d'être en colère. C'est extrêmement important. Et dès tout petit, dès qu'il parle, je peux vous assurer que quand les parents parlent des émotions à l'enfant, les premiers mots de l'enfant sont des mots d'émotion. Et ça, c'est extraordinaire. Et ensuite, dès 18 mois, 3 ans, dans toutes les structures qui s'occupent des enfants, et maintenant en France, ça commence, eh bien, on aide les enfants à exprimer leurs émotions. Et c'est fondamental pour la connaissance de soi et la conscience de soi. Ça a été Antonio Damasio qui, le premier, en 1995, a écrit L'erreur de Descartes. C'est un neurologue d'origine portugaise, hein, Carmen. Il a apporté des choses fondamentales dans la compréhension du développement de l'être humain. Et il nous a dit quoi? Que oui, l'intellect est important,
Mais si on n'est pas connecté à nos émotions, eh bien, notre vie va être totalement chaotique. Comment il l'a su? Eh bien, dans son service, il est neurologue, il avait des malades qui n'éprouvaient plus aucune émotion parce qu'ils avaient eu soit un accident, soit une hémorragie cérébrale, soit une tumeur cérébrale qui avait abîmé tout le circuit cérébral des émotions. Eh bien, ces gens-là menaient une vie complètement chaotique. Comme ils n'éprouvaient plus rien, ils n'aimaient plus, donc ils se faisaient éjecter du domicile conjugal. Comme ils n'éprouvaient plus rien, eh bien, ils n'allaient plus à leur travail, donc ils se retrouvaient au chômage. Et ça leur était complètement égal de travailler ou pas. Et très souvent, on les retrouvait, ils dormaient dans les rues. Ça leur était complètement égal puisqu'ils ne ressentaient plus rien de dormir dans les rues. Et Antonio Damasio nous a dit que nos émotions influencent notre vie tout entière, notre vie affective, bien entendu, mais aussi notre façon de penser, de faire des choix, d'apprendre, d'agir et notre sens éthique et moral. Donc vous imaginez comme c'est fondamental, fondamental pour la construction d'un être humain d'être connecté à ses émotions et ensuite de comprendre pourquoi ces émotions. Donc il y a deux temps, la connaissance des émotions et la compréhension pourquoi on a telles émotions. Là, je vous montre, il y a des centaines et centaines de chercheurs à l'heure actuelle dans le monde entier qui travaillent en neurosciences affectives et sociales. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes femmes et toutes ces personnes-là nous aident à comprendre l'être humain et sont des gens absolument extraordinaires. On va le voir. Alan Shore, c'est un des fondateurs des neurosciences affectives et sociales. Il est à la fois pédiatre, neurologue, psychiatre, biochimiste et chimiste. Eh bien, comme il a une pluridisciplinarité, et moi je suis pour la pluridisciplinarité, ça lui permet de ne pas avoir d'idéologie sur l'évolution de l'être humain. Alors, notre cerveau, les chercheurs n'en sont qu'au tout début de comprendre la complexité du cerveau. Mais ils nous disent déjà beaucoup, beaucoup de choses. Nous avons 100 milliards de neurones. Le cerveau est la chose la plus complexe de l'univers. Là, vous avez les neurones connectés les uns aux autres. Là, vous avez la synapse avec toutes les molécules cérébrales qui passent en permanence d'un neurone à l'autre. Et nous avons des centaines de molécules cérébrales. Et là, nous avons les circuits neuronaux qui sont extrêmement, extrêmement importants. Là, tous les chercheurs nous disent à l'heure actuelle que ce qui est le plus important, ce sont nos circuits neuronaux. Eh bien, qu'est-ce qu'ils nous disent, les chercheurs? Eh bien, que l'environnement social et affectif de l'enfant va modifier en profondeur le cerveau de l'enfant, c'est-à-dire la sécrétion des molécules, le développement des neurones, la myéline, qui est ce manchon de graisse sur les neurones, les connexions, tous les circuits neuronaux, les structures cérébrales elles-mêmes, l'expression de certains gènes, les télomères des chromosomes qui empêchent le vieillissement des chromosomes et un axe qui nous permet de réguler le stress. Donc vous voyez que ça donne une très grande responsabilité aux adultes de voir que toutes les relations vont modifier en profondeur le cerveau de l'enfant. Alors bien entendu que nous, les êtres humains, on se développe grâce à tout ce qu'on vit, à notre environnement, mais aussi à ce que nous transmettent nos gènes. Mais nous savons à l'heure actuelle que l'environnement est plus important que nos gènes, puisque l'environnement peut modifier les gènes. Très grossièrement, nous avons 3 cerveaux. Ça, c'est pour comprendre le développement de l'enfant, en vous disant que c'est d'abord les circuits qui sont importants. Eh bien, la partie la plus importante que nous avons, c'est le cortex préfrontal. C'est ça qui nous différencie des grands singes. Les grands singes ont un cortex préfrontal, mais nous l'avons beaucoup plus développé. Et
dans notre cortex préfrontal, nous avons ce cortex orbitofrontal qui est très important. Eh bien, c'est ce cortex préfrontal qui nous permet de nous calmer vis-à-vis de nos émotions fortes, sans agresser l'autre, sans fuir et sans être sidérés. Donc, vous voyez que si nous étions pleinement humains, nous ne serions pas violents et il n'y aurait pas de violence dans notre société. Nous pourrions être en colère, bien entendu, mais nous saurions ne pas être violents. Eh bien, ils nous disent des choses très importantes, les chercheurs, que jusqu'à 6 ans, le cerveau de l'enfant est très, très immature et que l'enfant petit ne peut pas contrôler ses émotions et ses impulsions parce que ce cortex préfrontal n'est pas mature. Et moi, à mon avis, l'enfant petit est donc subit des tempêtes émotionnelles très importantes. C'est-à-dire qu'il va se rouler par terre, il va crier, il va taper, il va mordre. Eh bien, au XXe siècle, on nous disait que l'enfant était un tyran, qu'il était capricieux. Eh bien, à l'heure actuelle, on sait qu'il n'en est rien, que lui souffre de ça et qu'il va falloir l'aider à faire maturer son cerveau. Et je pense que ces tempêtes émotionnelles que l'enfant subit, c'est mon hypothèse, c'est une des raisons pour lesquelles les adultes se sont dit les enfants sont des animaux sauvages, il va falloir les dresser. Donc maintenant, on sait qu'au contraire, il va falloir avoir beaucoup d'empathie et de compassion pour les tout petits parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et ils nous disent, et c'est totalement contre-intuitif, que quand un enfant a des tempêtes émotionnelles, il se roule par terre, il tape, il mord, il crie. Eh bien, au lieu de le punir, de lui dire qu'il est méchant, de le frapper, eh bien, il va falloir comprendre ses émotions. Il va falloir l'apaiser, ce qui ne veut pas du tout dire céder. Et il va falloir l'aider à exprimer ses émotions. Eh bien, quand on fait ça, ça aide le cerveau à maturer. Et si on ne console pas l'enfant, si on ne l'apaise pas, il va y avoir du cortisol très toxique pour le cerveau de l'enfant. Donc ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Parce que si on ne fait pas ça pendant qu'il a des tempêtes émotionnelles, eh bien, le cortex orbitofrontal, qui permet des fonctions fondamentales. Le cortex orbitofrontal nous permet d'être empathique, d'avoir un sens éthique et moral, de savoir faire face à nos émotions et de savoir faire des choix. Eh bien, si l'adulte punit l'enfant, l'humilie, ce cortex orbitofrontal ne mature pas et ça va faire des adultes qui ne sauront jamais faire face à leurs émotions, qui n'auront pas de sens éthique et moral, qui ne sauront pas faire des choix. Donc c'est très, très, très important et ça donne des troubles du comportement social. Si je peux me permettre d'intervenir une petite minute, il vous reste 10 minutes. Waouh, il faut que je me dépêche. Et je vous rappelle pour les participants que vous pouvez poser des questions dans la langue que vous souhaitez, dans la petite rubrique en français Q&R. Et surtout, n'hésitez pas à nous poser toutes les questions qui vous intéressent. Merci Véronique. Donc l'être humain ne naît pas méchant. Hein. Quand il mord, quand il tape, quand il crie, c'est parce que ses besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits ou qu'il se sent en danger. Et dans ce cas-là, c'est son cerveau émotionnel et le cerveau archaïque qui le fait réagir. Et alors, il y a des études formidables qui disent qu'une mère empathique, déjà à 6 mois, va développer l'hippocampe qui nous permet d'apprendre et de mémoriser. Et ça va faire maturer tout le fonctionnement socio-émotionnel chez l'enfant. Là, cette jeune femme mériterait le prix Nobel. Elle a fait une très, très longue étude sur les 2 parents, père et mère, et chez des enfants de 6 semaines à 8 ans, elle montre que des parents empathiques durant la petite enfance, il y a une augmentation de toute la substance grise du cerveau avec un épaississement du cortex préfrontal. Bon, alors je vais très vite, hein, mais je vous laisserai le PowerPoint. Hein. Quand on prend soin, quand on réconforte, quand on console
un enfant, ça fait sécréter de l'ocytocine, qui est la molécule de l'empathie. Ça augmente le BDNF, qui était un facteur de croissance des neurones. Ça modifie l'expression d'un gène et l'hippocampe, qui nous permet de mémoriser et d'apprendre, va maturer. Et donc, tout le cerveau va maturer et ça agit donc sur les facultés intellectuelles et affectives. Là, c'est avec la mère, mais je suis persuadée que si l'enseignant fait la même chose ou le père, ça ferait exactement la même chose. Si la mère soutient et encourage son enfant quand il est petit, eh bien son hippocampe va augmenter de volume. Ça, c'est extrêmement important. Comment on applique ces découvertes? Je vous ai dit, en développant ses compétences sociales et émotionnelles. Il faut vraiment travailler ses émotions, les exprimer, les réguler, comprendre leurs causes. Une fois qu'on a fait ce travail sur soi, on va pouvoir avoir des capacités, avoir des relations satisfaisantes. On va savoir le comprendre, coopérer. Eh bien, les chercheurs nous disent que ces compétences sont liées à la réussite scolaire. Il faudrait développer ces compétences sociales ou émotionnelles chez tous les professionnels de l'enfance, évidemment. Alors là, je passe. Voilà. Chez les enseignants, il y a des études très intéressantes qui montrent que quand les enseignants ont eu des formations pour développer leurs compétences sociales et émotionnelles, eh bien, ils n'ont plus de burn-out et ils ont un sentiment de compétence et d'accomplissement. Ensuite, quand les enfants ont développé leurs compétences sociales et émotionnelles, ils progressent sur tous les plans. Personnels, les enfants vont bien dans leurs relations et dans leur réussite scolaire, même si l'enfant vient d'un milieu défavorisé. Donc vous voyez, on a des pistes très importantes. Alors vous savez que les Américains ont beaucoup d'argent pour faire des recherches. Ils ont fait des recherches sur 270 000 élèves, un groupe d'élèves de la maternelle jusqu'au bac. Eh bien, quand les enfants ont développé leurs compétences sociales et émotionnelles, ils s'améliorent sur tous les plans. Et merci à Karen Bierman qui a montré que même les enfants issus de quartiers très pauvres, si on développe leurs compétences sociales et émotionnelles, ils progressent sur tous les plans. Donc vous voyez qu'on a des pistes fondamentales que nous donnent les chercheurs. Là aussi, merci à Timothy Kirby qui a travaillé sur des enfants venant de quartiers très pauvres et qui nous dit que quand on développe les compétences sociales et émotionnelles, ces enfants se développent sur tous les plans, aussi bien intellectuels que affectifs. Là, c'est une étude qui a été faite par un prix Nobel d'économie en 2007 qui montre que quand les professionnels de l'enfance ont eu une formation pour développer leurs compétences sociales et émotionnelles, eh bien, chez l'adulte qui va devenir, il y aura moins de chômage, moins d'exclusion sociale, moins de délinquance et de tout type de déviance. Et plus tôt on investit, plus l'impact est important. Donc là, je vous ai dit tout à l'heure que le cortisol pouvait abîmer profondément le cerveau. Je vais très vite. Merci à Bruce McEwen qui nous dit que quand l'enfant est trop stressé, eh bien, ça va abîmer des parties fondamentales chez l'enfant. Là, la maltraitance émotionnelle, c'est très important. La définition, c'est tout comportement ou parole qui va rabaisser l'enfant, le punir. Et cette jeune femme hollandaise, encore une fois, mériterait le prix Nobel. Vous voyez, c'est encore une autre hollandaise. Elle nous a montré que quand on humilie un enfant, ça va diminuer le volume du cortex orbitofrontal. Et je voudrais que vous reteniez à quoi sert le cortex orbitofrontal. Il nous permet d'être empathiques. Et sans empathie, on ne peut pas aimer. Il nous permet de réguler nos émotions. Il nous permet d'avoir un sens éthique et moral. Et il nous permet de savoir faire des choix. La maltraitance verbale et physique va diminuer le volume de l'hippocampe. C'est Martin Teicher qui travaille à Harvard qui nous le dit. Et l'hippocampe nous permet de mémoriser et d'apprendre. En 2021, 60 pays dans le monde ont une loi, et vous savez que chaque jour, des enfants meurent sous les coups d'un adulte. Alors, il y a des facteurs de résilience, bien entendu. Je veux rendre hommage aux pionnières de ce terme de la résilience qui date de 1980, Amy Werner
et Ruth Smith, et elles ont fait une énorme étude sur 643 enfants nés à Hawaï dans des milieux très défavorisés. Eh bien, elle a montré que 30% de ces enfants avaient résilié. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'autour d'eux, il y avait un entourage familial, amical, avec des gens empathiques, chaleureux et soutenants. Là, à l'heure actuelle aussi, on sait que la méditation en pleine conscience va permettre beaucoup au cerveau de bien se développer et va permettre de mieux résilier. Et ça va augmenter l'empathie et l'ouverture aux autres. Là, pour tous les enseignants, j'ai écrit un livre Heureux d'apprendre à l'école avec plein de recherches qui viennent du monde entier. Hein. Et vous avez aussi un livre, L'école en pleine conscience, qui nous dit les deux choses fondamentales au XXIe siècle qu'on sait, c'est qu'il faut développer les compétences sociales et émotionnelles et la méditation. La pleine conscience laïque. Hein. Pour conclure, l'importance cruciale de la petite enfance pour le devenir de notre société. L'enfant petit jusqu'à 6-7 ans devrait être la priorité de notre société, comme dans les pays nordiques, où les parents de jeunes enfants ont du temps à consacrer à leur enfant. Ne plus humilier l'enfant verbalement et physiquement, avoir de l'empathie pour lui, c'est une révolution éducative. Et il faudrait que tous les professionnels de l'enfance, les parents, soient accompagnés pour les aider parce que l'éducation est la chose la plus complexe au monde, la plus difficile. Et il faudrait qu'ils puissent être accompagnés pour qu'ils développent leurs compétences sociales et émotionnelles. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention. Voilà. Donc, j'ai été très vite à la fin. Et je suis là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup pour votre présentation extrêmement intéressante. Alors, il n'y a pas vraiment de questions hein, qui sont manifestées. Ceux qui ont écouté avec énormément d'intérêt, mais a priori, cela n'a pas ouvert sur des questions. Alors, je vais peut-être commencer, peut-être que les membres… Alors, je vous interromps aussi. J'ai été extrêmement vite. Donc, je peux revenir sur certains points si j'ai été trop vite. Vous pouvez peut-être, si certaines personnes veulent que je revienne sur certains points. Oui, bien sûr. Je vais peut-être ouvrir les questions. Sur le plan de comment alors si on en est tous d'accord hein, qu'un enfant doit être bien traité pour différentes raisons. Mais ce n'est pas le cas maintenant, c'est ça le problème. C'est pour ça que je dis si on en est tous d'accord et convaincus. Je m'interroge sur le fait comment est-ce qu'on arrive à isoler un événement qui est la bientraitance ou la maltraitance pour voir un impact sur le développement du cerveau. Je vois bien comment la maltraitance ou la bientraitance peut avoir un impact sur le comportement, et encore sous réserve qu'on arrive à définir les frontières entre les deux notions. Où est-ce que ça s'arrête, où est-ce que ça commence. Par contre, je ne vois pas comment précisément on arrive à trouver un lien. Alors, si vous prenez mes livres, parce que j'en ai écrit plusieurs, moi, je ne suis pas une chercheuse. Par contre, j'ai étudié toutes ces recherches. Et ces recherches, je peux vous assurer qu'elles sont extrêmement complexes. Vous avez toutes les références dans mes livres. Et ces très grands chercheurs qui viennent du monde entier ont étudié tout ça. Ils ont des référents. Ils étudient toute la complexité du développement de l'enfant. Ils ont des grilles de développement de l'enfant extrêmement complexes, je peux vous assurer. Ils étudient toutes les composantes qui fabriquent un être humain. Très bien. Alors, j'ai quelques questions. J'ai une question qui est… pardon, attendez, mon téléphone s'est éteint. Pourriez-vous m'informer comment les adolescents ont des problèmes de comportement à l'école? Waouh. Alors, je vais peut-être vous étonner. Hein. Alors, à l'heure actuelle, on sait que la très grande majorité des enfants subissent tout le temps des humiliations, verbales ou physiques.
Et on sait aussi, parce qu'il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus, qu'il y a un tout petit pourcentage d'enfants qui n'ont pas reçu d'humiliation verbale et physique. Eh bien, ceux-là, ils se développent sans trouble du comportement. Donc, comme la majorité des enfants à l'heure actuelle sont élevés avec des humiliations verbales et physiques, ils ont des troubles du comportement. C'est-à-dire que soit ils deviennent agressifs, soit ils deviennent très anxieux, soit ils se dépriment, mais ça donne aussi des gros troubles psychiatriques aussi. Donc, vous voyez que on sait que si nos adolescents manifestent des troubles, très souvent, ça vient aussi de l'éducation qu'ils reçoivent dans leur famille ou à l'école. Par contre, je peux vous assurer que quand un enfant est élevé vraiment avec bienveillance, empathie et qu'on le soutient dans son développement, il n'y a pas de troubles psychologiques ni psychiatriques. Par contre, il est capable de dire qu'il n'est pas d'accord, qu'il n'est pas content, qu'il est en colère, bien entendu, mais il va le dire sans trouble du comportement. Merci. Alors, il arrive en rafale toute une série de questions, là, je dois le dire. Donc, la première, c'est qu'est-ce qu'apportent les neurosciences en termes de méthodologie d'enseignement? Alors, la méthodologie d'enseignement, tous les enseignants peuvent lire mon livre « Heureux d'apprendre à l'école ». Je crois qu'il est traduit en portugais. Carmen, est-ce que vous savez? Il est traduit en espagnol, alors. Je trouve qu'il n'est pas traduit au Portugal. Il faut que je regarde. Hein. Alors, dans ce cas-là, c'est en espagnol. Et pour être plus précis, il y a une autre question qui va de pair, hein, qui est quelles sont les actions concrètes qui peuvent être faites dans l'enseignement pour favoriser ces compétences sociales et émotionnelles? Alors, je vous ai montré très, très rapidement, je peux y revenir. Voilà. Qu'est-ce que nous disent tous les chercheurs, et dans beaucoup, beaucoup de pays, ça se fait, de former les enseignants pour qu'ils développent eux-mêmes leurs compétences sociales et émotionnelles. C'est-à-dire que moi, je rêve que tous les enseignants aient une formation profonde pour qu'ils développent leurs compétences sociales et émotionnelles. Et vous voyez, là, c'est une étude autrichienne sur 83 enseignants d'école élémentaire, et ils ont eu une formation. Eh bien, ils se sentent proches de leurs élèves. Et ça, c'est fondamental. Un enseignant qui devient proche de ses élèves, un sentiment de compétence et d'accomplissement, ils se sentent bien dans leur métier d'enseignant et ils n'ont plus de burn-out. Donc, vous voyez que ça modifie totalement l'enseignant d'avoir développé leurs compétences sociales et émotionnelles. Moi, je peux vous dire que moi, j'ai fait des formations il y a longtemps pour développer mes compétences sociales et émotionnelles avec ce qu'on appelle la psychologie humaniste, qui s'appelle la communication non violente. Et je peux vous assurer que pour moi, il y a eu un avant et un après dans ma vie professionnelle et ma vie privée. Ça m'a totalement fait progresser. Par contre, on n'a jamais fini de s'améliorer dans nos relations aux autres. Vous voyez? Ensuite, vous voyez que quand l'enseignant est comme ça, il va transmettre aux enfants ses compétences sociales et émotionnelles. Et ça, c'est fondamental que ça soit d'abord les adultes. Je connais certains endroits où on veut que les enfants développent leurs compétences sociales et émotionnelles et les adultes ne l'ont pas développé. Je peux vous assurer que ça ne va pas du tout quand c'est comme ça. Eh bien, vous voyez que ça, c'est fondamental. On a des pistes extraordinaires. Que même quand les enfants viennent de milieux très défavorisés, ils peuvent s'épanouir sur tous les plans et il n'y a plus d'harcèlement dans les écoles. Le harcèlement dans les écoles est un très, très gros problème. Où, eh bien, quand on développe les compétences sociales et émotionnelles, il n'y a plus de harcèlement. Et vous voyez, cette étude-là, elle est fondamentale. Hein.
Ça a été publié dans Child Development, c'est une très très grande revue médicale, hein, sur le développement de l'enfant. Et vous voyez, il y a 270 000 élèves qui ont été testés avec des élèves qui ont reçu une formation et des élèves qui n'ont pas reçu de formation. Eh bien, les élèves qui ont développé leurs compétences sociales et émotionnelles, la qualité des relations s'améliore, les problèmes de comportement diminuent et les résultats scolaires s'améliorent. Et vous voyez que même, vous voyez, des tout petits de 4-5 ans, pendant 3 ans, dans des quartiers très pauvres, eh bien, ces enfants progressent sur tous les plans. Donc moi, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Même les enfants issus d'origine très, très modeste peuvent s'épanouir totalement si on développe les compétences sociales et émotionnelles. Et vous voyez que c'est ça la révolution des neurosciences affectives et sociales. Ils nous disent qu'il faut prendre en compte nos émotions, nos sentiments et apprendre comment faire pour avoir des relations satisfaisantes, parce que ça peut vous paraître étonnant, mais ça se développe, ça se travaille et ça s'apprend. C'est ça que les neurosciences affectives et sociales nous disent. Très bien. J'ai 2 séries de questions. Je vais essayer de les regrouper. Une première série sur les effets des neurosciences. Alors, je sais que vous dites, je crois, hein, que c'est une révolution qui va être lente et qui va prendre énormément de temps. Et donc, il y a une première série de questions sur les changements. Comment ça se fait qu'on ne voit pas encore les changements dans l'éducation avec ce qu'on peut savoir sur le développement de l'enfant? Alors, moi, je vais vous dire que oui, il y a des pays qui connaissent ça depuis très très longtemps, c'est les pays nordiques. Et les pays nordiques, depuis très très longtemps, ont mis toutes les connaissances qu'on avait sur le cerveau, parce qu'ils ont des très grands chercheurs dans l'éducation. Et ils ont, vous voyez, vous parliez tout à l'heure, Véronique, et j'étais très contente, pourquoi les sciences de l'éducation et les neurosciences ne font pas de lien. Eh bien, dans les pays nordiques, ils ont fait le lien. Et depuis très longtemps. Et vous avez vu qu'il y a 2 jeunes Hollandaises qui, pour moi, mériteraient le prix Nobel. Eh bien, ils ont appliqué ce que disent les chercheurs. Et vous voyez que leur société va beaucoup mieux que la nôtre. Les gens dans ces sociétés-là se disent heureux. C'est extraordinaire pour nous, Français. Hein. Et les enfants sont heureux aussi à l'école là-bas. Par contre, il y a énormément de formation pour les enseignants. Les enseignants sont très, très valorisés dans ces pays nordiques et ils se forment continuellement. Comme nous, médecins, on se forme tout le temps parce que la science évolue. Eh bien, les enseignants dans les pays nordiques se forment tout le temps. Ce que je peux vous dire pour nous, la France, moi, j'ai été très, très étonnée quand mon premier livre est sorti, d'être immédiatement invitée en permanence par l'Éducation nationale. J'ai fait plusieurs fois le tour de la France, tout le temps, invitée par les inspecteurs de l'éducation nationale, les enseignants. Là, récemment, j'ai été invitée par les directeurs d'écoles des quartiers les plus difficiles de France, hein, la banlieue nord de Paris. Hein. Je leur fais des formations. Oui, c'est en train de changer en France progressivement. Dans les écoles maternelles et élémentaires, maintenant, certains enseignants introduisent les émotions. Il y a de moins en moins de notes à l'école élémentaire. Par contre, il y a encore énormément de travail pour le collège et le lycée. Mais donc, ça vient. Moi, je suis confiante. Hein. J'ai des sollicitations en permanence. Je refuse 98% des sollicitations. Donc, les gens sont en appétit de connaître quels sont les progrès que notre humanité pourrait faire. Parce que les pays qui appliquent ça ont progressé. Une autre série de questions, je vais essayer de le résumer, même si ce n'est pas tout à fait dans le même champ, en fait. La question qui se pose, c'est que faire en tant qu'enseignant dans 2 contextes. Un contexte privé où un enfant est violent et les parents ne voient pas ou n'entendent pas cette violence, où l'enfant est violent à l'école et les parents n'entendent pas. Et la question est que faire. Et une autre question,
c'est dans les contextes un peu extrêmes, mais fréquents malheureusement, de guerre, de destruction ou d'environnement troublé, où l'école devrait être, c'est moi qui le rajoute, hein, c'était pas dans la question, devrait être un lieu de protection des enfants justement par rapport à cet environnement. Comment, alors en quelques mots, mais est-ce que les enseignants peuvent trouver une place qui permette à l'enfant de trouver un peu de paix et de se développer à peu près normalement? Alors pour moi, l'enseignant, il a un rôle absolument capital. Et je peux vous assurer que moi, dans ma vie de pédiatre, le nombre de personnes qui m'ont dit c'est un enseignant qui m'a permis de résilier et de me sortir des traumatismes que j'avais vécus. L'enseignant a un rôle fondamental, central de résilience chez l'enfant. J'en parle dans mon livre Heureux d'apprendre à l'école et je pense que quand l'enseignant arrive justement à comprendre l'enfant, c'est-à-dire que qu'est-ce que disent les chercheurs? Que quand un enfant est violent à l'école, eh bien, quand l'enseignant va vers cet enfant et lui demande qu'est-ce qu'il ressent, l'apaise au lieu de le punir, montre à tous les autres enfants comment on peut être empathique, comment on peut prendre soin de quelqu'un qui ne va pas bien, je peux vous assurer que ça a une influence énorme sur tous les autres enfants et sur cet enfant particulier. Alors que quand l'enseignant punit, eh bien, les enfants apprennent les rapports de force et les rapports de domination. Donc, l'enseignant est un modèle. Il peut montrer par son attitude qu'est-ce que c'est que l'empathie. Et donc, pour moi, un enfant qui a des comportements difficiles, je ne dis pas que c'est facile de faire ça, eh bien, c'est justement comprendre ce que l'enfant vit. Et certains enseignants, quand je leur dis ça, me disent, mais c'est une perte de temps, on n'a pas que ça à faire. C'est au contraire, puisqu'on sait que plus il y a de l'empathie dans une classe, plus le cerveau de l'enfant va bien se développer. Donc, vous voyez, il y a tout un travail d'empathie à faire pour l'enseignant. Mais ça ne s'improvise pas. Ça se travaille par des formations. Une question qui est, est-ce que les travaux qui sont faits recoupent des éléments avec une réflexion qui est menée par exemple l'éducation pour la paix, des mouvements de cette nature? Est-ce que vous croisez Bien sûr. Moi, je suis invitée par plein d'associations et ces mouvements-là, bien sûr. C'est-à-dire que moi, je pense que je trouve ça extraordinaire. Moi, je suis très heureuse d'être là au XXIe siècle. Hein. Il y a les femmes avec MeToo ne veulent plus être harcelées. Les adultes veulent être beaucoup plus empathiques aussi avec les animaux. Et bien maintenant, il y a tout un courant d'adultes qui se disent mais il va falloir qu'on traite bien nos enfants. Donc, je trouve que notre humanité est en train de progresser. Et donc, j'ai confiance, absolument. Très bien, merci beaucoup. Il y a une dernière question, mais il faudrait que je puisse la traduire et que je n'ai pas la traduction. C'est pas très grave. Je vous remercie beaucoup. Moi, je m'interrogeais tout le temps par rapport à ce qu'avait écrit Damasio, qui est un peu le point de départ. Hein. Oui. C'est pourquoi aller vers des compétences. Pourquoi pas aller tout simplement vers ce qui est visible, les comportements. Pourquoi pas aller vers d'autres notions que cette notion de compétence? Alors, ça c'est une traduction. Moi, peu importe ce mot-là, moi, je pense que qu'est-ce qu'il faut développer chez l'enfant, c'est la connaissance de soi, la conscience de soi, et puis lui apprendre comment on peut s'ouvrir aux autres et avoir des bonnes relations. Moi, ce mot compétence, je l'utilise parce que c'est utilisé par tous les chercheurs du monde entier. Moi, la première fois que j'ai lu ça aussi, moi, ça m'a interpellée. Hein. Je n'avais pas l'habitude de ce mot-là. Moi qui ai travaillé toute ma vie avec les enfants, je n'ai jamais utilisé ce mot de compétence. Hein.
Donc, peut-être qu'il faudrait trouver un autre mot. Par contre, ce qu'on appelle les compétences sociales et émotionnelles, c'est ce terme-là sur lequel travaillent tous les chercheurs du monde entier. Hein. Donc, voilà. Merci beaucoup. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Merci à vous, Catherine Keken, pour cette intervention, pour cette première intervention de notre colloque qui était très, très intéressante, très riche et qui ouvrait beaucoup de questions et beaucoup de perspectives. Je crois que maintenant, nous allons nous diriger d'abord vers une pause bien méritée, puis vers les ateliers. Et enfin, en fin d'après-midi, il y a la présentation des livres, mais peut-être que Johanna va présenter la suite du programme mieux que moi. Merci beaucoup. Merci Véronique d'avoir fait l'intermédiaire. Merci Catherine, merci Véronique. Je vous remercie beaucoup.